Votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Stéphane Floricien, auteur, réalisateur, producteur. Bonjour. Bonjour Radio Mayuri. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors les Guyanais vous ont découvert Stéphane Floricien vraiment en 2012 à travers l'émission Pays à Grand. C'était un hebdomadaire. Hein. Alors Pays à Grand, c'était un hebdo qui a commencé le dimanche sur Guyane la Première. Et c'était Guyane Première à l'époque. Et on m'avait proposé la pire case, comme on appelle ça, c'était midi 10. Il fallait faire vivre midi 10. Et on a fait monter les chiffres de midi 10. On est passé à 1h moins 10. Ensuite, on est passé à 18h et quelques, toujours le dimanche. Et ensuite, c'est passé en prime time, le prime time guyanais, mercredi à 20h05. Vous avez parcouru la Guyane de long en large pour faire découvrir aux téléspectateurs les recoins les plus éloignés du territoire. Un sacré pari. Ça venait le concept d'une émission que je faisais sur Orange Sport où je faisais un peu la même chose sur le circuit ATP de tennis. Donc j'interviewais Federer, Nadal comme ça, mais avec le concept de tenir la caméra main gauche et le micro de la main droite. Et puis j'ai eu cette envie au retour de découvrir le pays, de redécouvrir le pays. Et puis c'est avec une discussion avec Joseph Mondésir et une dame qui s'appelle Maude. On discutait et elle me dit oh, bah, de toute façon tu as de la chance avec ton émission, ça va jamais s'arrêter parce que Pays à Grand. Et avec Joseph Mondésir, tonton, on s'est regardé, j'ai dit tonton, nous gagnons le titre est là. Et puis j'ai proposé à la rédaction, à la chef d'antenne à l'époque, Sylvie Jangoul, et elle m'a dit ok banco, j'aime bien le titre. Tout cela en parfaite autonomie et dans la plus stricte polyvalence. Hein. Ça, c'est ma formation. Ça, c'est les États-Unis et aussi mon envie d'être assez libre. J'avais déjà fait un premier court-métrage en 2009, Chienne de lutte. Et ça, c'était une grosse équipe. On avait des chiens de dressage, on avait des gens qui venaient de Paris à héberger, à chouchouter. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut être libre, il faut que quelqu'un vous dise tiens, Morgan pied par époux là, on y va, allez, et puis 2 heures après, on se retrouve ou à Macouria ou à Regina. C'est possible en Guyane. Hein. Alors, le concept était assez innovant, mais est-ce que cela a surpris des gens qui étaient autour de vous, notamment vos collègues qui avaient l'habitude de se déplacer avec des équipes lourdes? C'est vrai que j'ai souvenir d'un épisode à Sault-Lucifer et d'un collègue que j'aime beaucoup, très talentueux, Olivier Cléry, qui travaillait à TF1 lui pendant que j'étais à Eurosport. Et il m'a dit non mais ce plan-là, comment t'as fait? Je lui ai dit écoute, j'ai mis la caméra, j'ai planté un bâton, j'ai fait le focus sur le bâton, j'ai fait le tour du bistouri. Je me suis mis à la place du bâton et sans bouger j'ai fait mon plateau. Ensuite je suis revenu, j'ai coupé, j'ai regardé, j'ai vu que mon plateau n'était pas terrible, j'ai refait pareil, ça met une demi-heure. Et il a regardé, il me dit mais t'es vraiment un malade. Mais sauf qu'au résultat ça donne des choses incroyables parce qu'on a l'impression que le gars il est tout seul là dans la cambrousse. Et en vérité, oui, je fais jouer mon expérience. Après, les gens étaient plus contents de découvrir des lieux et des savoir-faire, comme le patawa par exemple, je me souviens à Sinamari, que de se dire ah Floricien il est fort. Parce que de toute façon, le but c'est que les gens ne voient pas notre petite cuisine, qu'ils ne sachent pas que j'ai mis un bâton et que j'ai fait tout mon tour. C'est vrai que ça fait penser un peu à Antoine sur la 5 avec son émission J'irai dormir chez vous. C'est vrai qu'il y a eu de ça. J'ai dormi chez des gens. Hein. À Regina, on parlait de Regina. À Corosoni, le Corosoni de Regina, j'ai dormi chez la famille Yang, chez des Hmong, parce que eux se levaient à 5h20 du matin et allaient directement dans les champs pour faire un épisode qu'on avait appelé Regina Nanas. C'est l'ananas de Regina, il est très sucré et on faisait un épisode qui commençait au marché de Cayenne où quelqu'un leur disait « Oh, c'est cher !» Et il dit « Ah ben je vais vous montrer le travail !» Et on coupait et on se retrouvait là-bas. Fallait scénariser un petit peu, oui.
Stéphane Floricien, c'est tout un parcours, une vie tournée autour des médias, l'audiovisuel. Qu'est-ce qui a fait que vous vous soyez orienté vers ce domaine? J'aimais la radio, j'aime la radio. J'aime le fait qu'à la radio, avec ce qu'on appelle un bâton de dynamite, on puisse faire une émission de plusieurs heures, enregistrer des choses. Je faisais aussi à la radio un petit clip qui s'appelait Sur le vif. Et on pouvait comme ça prendre une info, et pas juste l'info, c'était le moment de la négociation. Alors c'était chaud socialement en Guyane en plus à cette époque-là, c'était Tien Long contre les dockers, et donc vous mettiez le bâton de dynamite juste là, et on entendait, voilà, ça parlait ghetto, quoi. Nous parler là, ouais. Et ça, je trouve ça génial, ça me donne des frissons la radio. Alors qu'à la télé, à la limite, il y a déjà trop d'infos. Sur la radio, on se fait notre imaginaire, on voit la jugulaire du gars en train de battre comme ça pendant qu'il dit ça au président. Après, moi, le côté média, c'est venu aussi du fait que je voulais faire du cinéma, mais je savais que je n'avais pas le vécu pour faire des bons films à 20 ans. Il y en a qui en font, hein. Moi, j'avais pas ça, j'avais pas l'analyse. Et quand je vois les films que je fais aujourd'hui, 2 semaines chrono, c'est un puzzle comme ça, je me dis mais non, effectivement, tu n'avais absolument pas cette capacité encore. Entre-temps, la radio filmée est passée par là. Aujourd'hui, les animateurs sont en direct sur les réseaux sociaux. Alors, Stéphane Floricien, des études de journalisme aux États-Unis, à Nashville, où a étudié la grande Oprah Winfrey. Alors, Oprah Winfrey, c'est incroyable, hein. Moi, j'ai étudié donc dans une université qui s'appelle Middle Tennessee State University. Ça se trouve à 60 km à peu près de Nashville, en plein milieu du Tennessee, dans une petite bourgade qui s'appelle Murfreesboro. Et j'y suis allé grâce au fait que je joue au tennis. Moi, j'ai joué au tennis à bon niveau, et donc j'étais parmi la deuxième vague qui est parti aux États-Unis avec des bourses. Aujourd'hui, les gamins, ils partent comme ça. Il y a des systèmes pour les faire partir. Nous, c'était un peu le début. On découvrait ça. Et j'ai fait 1 an en Louisiane. Et puis, leur programme de médias n'était pas génial. Il y avait juste une radio, justement, qui était cornaquée par un gars là, qui laissait personne s'en occuper. Et donc, j'ai eu l'opportunité de partir dans le Tennessee. Et on m'a dit, cette fac, il faut que tu arrives à y entrer. C'est la 3e meilleure des États-Unis, après celle de Californie, Hollywood. Pourquoi? Parce qu'à Nashville, c'est la ville de la musique. C'est Music City, USA. Et Oprah, elle a commencé à NBC, comme moi. Et on a eu le même responsable de stage, alors j'ai oublié son nom mais je revois son visage, et lui quand il me voyait le week-end, il me disait quand je te vois assis là, je vois Oprah, et il n'y a aucune raison que toi tu n'y arrives pas comme elle. Oprah Winfrey, c'est la grande prêtresse des médias des États-Unis. C'est une noire américaine qui a son propre réseau, son network. Ça s'appelle OWN, Oprah Winfrey Network. Mais own, ça veut aussi dire être propriétaire d'eux. Et c'est une femme hyper intelligente et magnifique. Alors effectivement, quand il me dit ça, je me dis, ah ouais, il y a peut-être quelque chose à faire dans ma vie. Mais bon, chacun sa trajectoire. C'est votre ambition, quelque part, de posséder votre propre média? Je ne crois pas. En fait, j'ai un autre copain en Angleterre, un Afghan, un jour, qui me disait, il y avait un énorme building qui venait de se monter, comme ils font en Angleterre, un mall comme ça, et il me dit, il n'y a aucune raison pour qu'un jour, tu n'aies pas un truc comme ça, que ce soit des studios de cinéma et tout. Et moi, je veux dire, tous ces gens-là à gérer, moi, je veux pas ça, moi, c'est trop de boulot. Après, c'est vrai que je le vois dans la condition où je suis, on est chez les pauvres, hein. Je suis désolé de faire du film indépendant. Là, je fais une double projection parce que il faut aussi faire rentrer de l'argent. Il faut aussi que ce soit un business. Donc, effectivement, il y a peut-être un refus du trop gros qui fait que je me retrouve trop petit. C'est vrai. On va en parler tout à l'heure de votre actualité, la projection de ces 2 films à l'encre. Alors Stéphane Floricien, vous avez fait un passage à Eurosport en France.
déjà un goût prononcé pour le sport. C'est peut-être parce que vous aviez vous-même pratiqué le tennis. D'ailleurs, on aurait pu vous voir à la télévision, sur France Télévisions, à Roland-Garros. Alors on m'a vu sur France Télévisions, mais dans Stade 2, de l'autre côté, côté média. Le sport, mon père vient du sport. Il était dans la grande équipe du sport guyanais des années 60. Ils ont été champions au foot, 10 années d'affilée. Quand je marche dans les rues à Cayenne ou en Guyane, on confond parfois mon prénom. Donc voilà, c'est quelqu'un de populaire dans le sport et qui m'a inculqué certaines valeurs du sport en me disant notamment que le sport allait me permettre de rentrer à des endroits où autrement je n'aurais pas accès. Et je me suis retrouvé, du fait d'être journaliste sportif, à entrer à l'Élysée, à serrer la main de Jacques Chirac, à rencontrer des gens qui effectivement n'ont rien à voir avec mon monde et que, a priori, je n'aurais pas dû rencontrer si je n'étais pas dans le sport, parce que je pense que dans d'autres métiers, je n'aurais pas eu accès à eux. Après, la pratique, quand j'étais petit, j'avais un souffle au cœur. Et le médecin m'a dit, soit vous faites beaucoup de sport, soit vous n'en faites pas du tout. Mais pas un truc entre les deux, une fois par mois, machin. Et donc j'ai choisi l'option à fond. Et donc je faisais de la natation, du tennis, du foot, plus l'UNSS à l'école, handball, basket, la totale. Moi, quand je suis arrivé et que je travaillais pour Eurosport, je faisais aussi du hockey sur glace à l'ACBB à Boulogne. Ouais, j'adore ça. Et c'est ce qui m'a toujours gardé sain de corps et je crois d'esprit. C'est qu'il y a un moment donné, on se défonce le soir, on va transpirer, le corps il a besoin, comme vous voyez moi mon corps il a besoin de transpirer et je suis content que cette partie-là de ma vie m'ait amené la partie professionnelle. Pendant quelques années, vous allez alterner entre France Télévisions, Eurosport. Vous quittez Eurosport, vous allez revenir après un passage à France Télévisions. Beaucoup de chaînes de sport, effectivement. C'était en fonction des opportunités? Comment dire? C'est une très bonne question. Je n'ai jamais voulu le CDI à tout prix. Voilà, j'ai besoin du challenge. Je sais que j'ai envie de faire du cinéma. Et surtout, vous m'avez parlé de France Télévisions. À France Télévisions, quand j'y étais, j'y suis arrivé grâce à un monsieur qui s'appelle Christian Prudhomme, qui a travaillé à RFO à l'époque, mais qui est aujourd'hui le patron du Tour de France de cyclisme. Et il m'a amené avec lui. Et il y a eu une grève, grosse grève, encore une fois. Eux-mêmes, ils ne savaient pas pourquoi c'était la grève. Et il y a eu un gars qui est venu un matin. Moi, j'essayais de bosser. Je suis en CDD, je suis pigiste. Et le gars, il arrive et on lui dit wow, doucement, pas la peine de t'exciter, on est en grève aujourd'hui. Et il part au pas de course, joyeux comme tout, comme on l'avait jamais vu être joyeux et jamais aussi rapide. Et il revient 5 minutes après, il demande aux autres, il dit au fait, on est en grève pourquoi? Et là j'ai dit ah non, mais moi je peux pas rester. J'ai 25 ans, je peux pas rester là, ça peut pas être ma vie ça. C'est pas possible. Voilà. Puis direction Londres, Angleterre pour de nouvelles aventures médiatiques. Et effectivement, alors quand je quitte France 2, j'avais un pécule, parce que quand on travaille pour Eurosport, c'était TF1 à l'époque, et je me suis dit, si je veux découvrir la Russie, vu que je me suis fait un peu laver le cerveau par les Américains pendant 4 ans, ce serait bien d'aller voir de l'autre côté. Et j'avais une opportunité, j'y suis allé pendant un semestre, j'ai vécu avec une famille à Moscou, fabuleux, c'est encore ma famille, on est encore en contact, c'est très émouvant. Et en rentrant, j'ai repris un peu Eurosport et l'opportunité de travailler pour la chaîne ESPN, la chaîne américaine de sport, est arrivée. Et ils étaient basés à Londres. Et ça, c'était vraiment... C'était pour moi, quoi. Parce que quand je commence à NBC, j'ai aussi un petit stage au ESPN local, où je viens faire des bouts de montage sur des VHS. On n'est vraiment pas au niveau, mais c'est pas grave. Moi, je travaille pour ESPN. Et puis ESPN, quand on est comme moi, très américanophile, comme je l'étais à l'époque, bah, ça représente les chaînes de sport, le hockey sur glace, le hockey sur glace, le foot américain, le baseball, tout ça, le basket.
Après avoir vécu pendant ces années aux États-Unis, est-ce que le pays de Sam vous fait toujours aussi rêver? Non. J'ai eu depuis l'opportunité d'avoir un visa de travail de 5 ans, 2 fois. Et je ne suis jamais allé juste poser le petit document pour dire ok Banco, toi tu peux aller aux États-Unis quand tu veux. Justement, je trouve que pour découvrir un pays, il faut y travailler. Et j'ai pu travailler aux États-Unis et comprendre que ils vendent du coca en fait. Ils vendent du coca à la planète. C'est ça leur truc. Et puis vous avez vécu aussi en Chine, si je ne m'abuse. Non, moi, en Chine, non, je suis allé en Chine. J'ai vécu dans pas mal d'endroits, mais j'ai surtout beaucoup voyagé grâce au tennis. Donc j'ai pu découvrir la Chine, ce qui est quand même une opportunité incroyable parce que souvent, quand je suis à Cayenne, je regarde le petit jardin chez moi et je me souviens de moi à 8 ans là. Et je me dis, mon Dieu, quel parcours. Et présentateur également sur vos temps libres, peut-être. Présentateur, oui, je fais de la présentation, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'écriture, en fait. Il y a des choses que je fais, comme dit un copain brésilien, il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour gagner de l'argent. Et c'est pas forcément le même temps. Et on peut faire des boulots qu'on aime et qui ne rapportent pas beaucoup. Et puis après, il faut aller se nourrir. Voilà. Et 2017, donc vous avez collaboré à nouveau hein, à Eurosport. Vous avez enchaîné avec un voyage en Russie, mais ça vous nous en aviez parlé. Puis votre passage aussi à Amazon, mais là c'est plus récent. Alors Amazon, ça s'est fait du fait que depuis que je tournais mes films ici, je retournais en Europe travailler, gagner l'argent sur les Jeux Olympiques, l'Euro de football, le championnat du monde de quoi que ce soit d'un sport, la Coupe du monde de foot, et revenir investir ici, faire mes films. Et donc dans ces voyages, je rencontrais des gens et certains qui aimaient mon travail, mon professionnalisme, et qui m'ont proposé à d'autres gens. Donc du coup, pendant un temps, beaucoup de sociétés qui étaient basées en Angleterre, mais qui venaient tourner en métropole, faisaient appel à moi. Et donc c'est comme ça que j'ai beaucoup tourné, et c'est comme ça que Amazon s'est présenté en fait d'un client à un autre comme ça. Mais ça, je trouve ça très bien quand c'est le qualitatif qui fait qu'on vous appelle. Parce qu'on ne vous remet pas en cause ensuite. Oui, Amazon Prime, qui est aujourd'hui un acteur également de l'audiovisuel au même titre que Canal+, et bien d'autres. Venons-en à votre actualité, Stéphane Floricien. Le 30 janvier, vous allez projeter 2 longs métrages. Alors, je ne sais pas si ce sont deux vos longs métrages ou ce sont vos 2 longs métrages. Ce sont mes 2 longs métrages, et j'aime dire ce sont mes 2 premiers longs métrages. Comme ça nous laisse l'espoir qu'il y en aura d'autres. Ce sont les miens, 2 semaines chrono et Chimin Chien. On les présente dans cet ordre, parce que 2 semaines chrono, on l'avait commencé avant, mais Chimin Chien, on l'a fini en tant que long métrage avant. 2 semaines chrono, c'est un projet qu'on a commencé en 2016 et qui a eu d'abord une forme sérielle. C'était un 7 fois 26 minutes avec des épisodes. Sauf que au moment où on le termine, la guerre en Ukraine se déclare et que moi, mon histoire, elle se terminait avec de la fraternité, 2 frères qui se retrouvaient à Moscou. Et là, je me suis dit, avec la monteuse, on s'est dit, on va jamais réussir à le vendre, notre truc. Donc, l'idée était de toute façon de faire un long métrage. Je n'arrivais toujours pas à trouver la forme que ça pouvait prendre comme histoire. On a fini Chimin Chien, toujours avec la même monteuse. Et en début d'année dernière, 2023, je lui ai dit, écoute, il faut absolument que je fasse ce film. J'ai besoin de faire ce film. Et en un an, voilà, quasiment jour pour jour, on a fait ce film, on l'a mixé, donc on l'a monté, on l'a étalonné, sous-titré. Il est prêt à être vu. Est-ce que vous pouvez nous faire
un pitch de quelques minutes, de 2 semaines chrono, allez, 1, 2 minutes. Alors, 2 semaines chrono, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour en mode surréalisme. Le surréalisme, c'est quand on pense à quelque chose, on l'illustre, c'est pas forcément dans l'ordre. Et c'est aussi un amour interdit. Parce que le genre, l'histoire d'amour, c'est mort. C'est comme le western, on n'en fait plus. Pour en faire, on ne peut plus faire une histoire linéaire. Il l'a vu, elle l'a vu, première danse, premier baiser, ils vécurent heureux. Ça marche plus. On a vu trop de films, trop de séries. Donc maintenant, il faut jouer avec les structures. Et 2 semaines chrono, c'est ma façon, c'est mon puzzle sur l'histoire d'amour. Et puis Chim Chien qui sera projeté ce même jour, qui est, pour résumer, une descente aux enfers d'un homme à femme, ce qui illustre quand même assez des choses que l'on arrive à entendre. Ça nous donne parfois l'occasion d'entendre dans notre société guyanaise, pas que d'ailleurs. Oui, ça c'est vrai. Alors déjà, Edune, c'est vrai que c'est pas que chez nous, c'est de partout. Ça vient aussi je veux dire, des afro-descendants aussi, hein. Il y a un côté culturel de ça, des hommes qu'on mettait pour faire des enfants, et à lui il fait des enfants solides, on va le mettre là-bas, on va le transplanter là. C'est vrai qu'on a cette culture de momoguin forme toi, alors qu'ailleurs, les gars ils en ont. Mitterrand il nous avait jamais dit moi j'ai une fille, hein. Il a fallu qu'on aille chercher. C'est vrai que ce thème-là, ici, parle directement. J'avais un peu peur d'ailleurs que les gens aient peur de ce thème. Au contraire, ils m'ont tous dit, ceux qui ont vu des petits bouts, ils m'ont dit « Ah, bah tu sais, on s'est reconnu dans beaucoup des scènes et dans beaucoup des thèmes. » Donc finalement, j'avais tort d'avoir peur. Ces films ont-ils déjà été projetés en salle? On a eu une avant-première récemment qui nous a permis de montrer les 2 films aux équipes et aux sponsors, au soutien des gens qui nous soutiennent. Je vous dis, on a commencé en 2016. Donc là, ceux qui veulent faire les malins vous diront que ça fait 8 ans pour un projet. Donc il y a des gens à qui on doit une projection, ça on l'a fait. Et Chim Chien, lui, puisqu'il a été sorti en 2022, lui a déjà été projeté, il est même prix du meilleur long métrage au festival Djerfogo du Cap-Vert. Voilà. Quelle est la stratégie de distribution autour de ces films? Alors moi, je suis plus dans une stratégie de projection que de distribution et une stratégie de festival. On fait des sous-titres, on a des versions anglaises, ça permet au film de vivre à l'international. Très vite, si on reste sur du français, on peut aller au Québec, New Brunswick, aux Antilles, mais un film comme Chim Chien n'a pas été sélectionné, par exemple, pour la toile des palmistes. Ils m'ont dit qu'il y avait des scènes sexistes. Alors si en Guyane ils ne me le prennent pas et que moi j'ai pas d'opportunité d'aller à l'international, je suis mort. Donc je me donne d'autres opportunités, les festivals. Et puis pour cette année, j'aimerais tenter une tournée de projection dans les salles arts et essais, dans les clubs seniors, en métropole notamment, mais pas que. Rencontrer un public. Et ma stratégie, c'est d'avoir un impact sur les gens, de rencontrer mon public et peut-être dans tout ça, de rencontrer un producteur qui me dira « Bon, je ne peux pas l'aider sur celui-là, mais c'est quoi votre prochain projet? Peut-être qu'on peut faire un bout de chemin ensemble. » Oui, réaliser un film, cela coûte cher. On le voit avec les moyens qui sont mobilisés par les Américains quand ils sortent un film, surtout en termes de communication, de marketing. Ces films, vous étiez seul à les produire, seul sur ces projets? Oui et non. C'est-à-dire qu'on est une équipe, mais ce sont mes projets.
ça c'est sûr. J'ai une entreprise qui a plus de 10 ans. Je suis président d'une association parce que parfois pour les aides, il faut être une association plutôt qu'une entreprise. Après, les équipes changent peu. C'est vraiment un projet personnel quand même. C'est-à-dire que ça vient de mon crâne et de me dire comment je vais réussir à faire ce projet. Et c'est pour ça que ça prend autant de temps. C'est parce qu'on tourne une semaine en février, une semaine en septembre parce qu'il pleut pas trop. Quand est-ce que machin peut venir en Guyane? Quand est-ce qu'on a tel décor de libre? Et au final, ça fait 3 ans qu'on tourne sur le même film. C'est aussi pour ça que je me retrouve à jouer dedans parce que je suis comme je leur dis, je suis le comédien que j'apprécie le moins cher que je connaisse. Voilà. Votre ambition, Stéphane Floricien, c'est d'en vivre. Alors, vous avez quitté le journalisme pour vous diriger vers le cinéma. Comptez y faire carrière? Alors, il y a 2 options. Comme on disait tout à l'heure, soit on fait le gros studio et puis là on en vit, soit on est repéré aussi par des gens qui se disent celui-là j'aime bien son approche, son monde. Et quand j'ai vu les réactions qu'il y a eu après les 2 films, 2 semaines chrono et Chimachien, je me suis dit 2 semaines chrono, moi qui avais peur que ce soit un peu trop déstructuré, un peu trop en puzzle, c'est celui-là qui a frappé les gens qui se sont dit ça c'est vraiment du cinéma. Et alors je me suis dit moi je sais faire ça. Ça je sais faire, je peux aller même plus loin dans ma façon de faire ce genre de film. Donc ouais, y faire carrière, faire un trou quoi, oui voilà, et puis en vivre parce que c'est dur. Vous êtes soutenu par la GCAM? La GCAM, j'y étais au début et je suis parti au bout d'1 an. No comment. Nous arrivons, Stéphane Floricien, au terme de cet entretien. Qu'attendez-vous comme réaction de la part des Guyanais en vue justement de ces projections du 30 janvier à l'Ancre? Moi j'aimerais qu'ils viennent. J'aimerais qu'ils viennent passer un moment avec nous parce qu'on a fait une répétition générale un petit peu avec cette projection à l'Eldorado pour les équipes et les sponsors. Et les gens sont sortis de là en se disant « Waouh, on a passé une belle soirée ». Certains me disaient au début « Oh, ça va être long, 2 films ». Et bien, il y a des gens de plus de 70 ans qui m'ont dit « On n'a pas vu la soirée passer ». Alors qu'il y a un petit entracte, moi je reste sur scène, je réponds aux questions, les gens peuvent aller acheter leur popcorn, ils peuvent aller faire un tour, prendre du vent, comme nous. Moi, ce que je veux leur dire, c'est que c'est un concept, est-ce que je peux dire ça, à la TF1 du dimanche soir à l'époque, 2 films, voilà, et là vous vous mettiez après le journal, dit ah c'est génial, on va avoir 2 films, et 2 grands films, La Grande Vadrouille et un tel, et là on y est pour un bon moment. Donc là ce sont des films guyanais, il y a 400 places, peut-être un peu moins avec les invitations à prendre. Et ben j'espère que les gens vont venir, qu'ils vont passer ce bon moment avec nous et qu'on va passer un bon moment avec eux. Stéphane Floricien, merci. Merci Radio Mayuri. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30. Puis rediffusé à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.